cachée dans la forêt. Personne n'a jamais pensé un mot de ce que nous avons dit. Le cerf qui avait été éventré, son cadavre sur le côté près d'un arbre, qui laissait fort à penser que ses yeux se fermaient. Son cadavre sur le côté qui laissait fort à penser qu'il était en train de mourir paisiblement. Il y a déjà longtemps que l'arbre, à côté, avait perdu toutes ses feuilles. Il y avait déjà longtemps qu'il avait fermé ses yeux. Et ce cadavre était par terre. Le sang s'écoulait devant nous, et on était reclus à l'intérieur de la cabane. Reclus à l'intérieur de la cabane laissait à penser que dehors il y avait ce cadavre, par terre, allongé, les yeux fermés. De plus en plus qu'on le regardait, son poil commençait à devenir terne. Son poil commençait à devenir terne, et ses bois commençaient à tomber, à se dresser vers le bas. Les bois du cerf commençaient à se dresser vers le bas. Son poil devenait terne, et la couleur de ses yeux, noirs, commençait à se fermer. Il posait la tête sur ses jambes qui étaient repliées vers l'intérieur. Il nous regardait. À la fenêtre, nous, avec nos mains couvertes de sang, on se tenait la main. Nos deux mains étaient couvertes de sang. On se tenait la main et on regardait ce cadavre. Juste en face de nous, la couleur terne, l'odeur du sang, la couleur terne de son poil. Au-dessus de lui, au-dessus de son museau, au-dessus de ses yeux, de sa tête, qui était reposée sur le sol couvert de pluie, le sol couvert de terre, sur lequel il était posé, ce sol couvert de pluie, de terre. Il fermait les yeux lentement, et on le regardait. Nos mains étaient encore humides de sang. Nos mains étaient humides de sang, et on la regardait. On la regardait morte sur le côté. C'était une femelle. On la regardait morte sur le côté, cette femelle qui fermait les yeux. Il y avait de temps en temps un lièvre qui passait. Son poil était noir, brun foncé, et avait tendance à s'hérisser quand il passait à côté. Il y avait un lièvre qui était passé à côté. Son poil s'était hérissé. Un jeune hérisson est venu se mettre tout contre la jeune femelle. Ce jeune hérisson est resté là un moment. Il est resté près de ses yeux fermés, près de ces bois qui tombaient vers le bas, près de ces bois de cerf qui tombaient vers le bas. Il est resté là un moment, et le sang de cette jeune femelle, ce cerf, s'écoulait par terre et avançait de plus en plus vers la porte. Au-dessus, il y avait cet arbre qui la protégeait, mais l'arbre n'avait plus aucune feuille. Il n'y avait que les branches qui se cognaient l'une contre l'autre, le tronc et l'écorce qui grinçaient. Au-dessus d'elle, il y avait le vide, un vide impeccablement propre. Au-dessus d'elle, il y avait ce vide impeccablement propre, ce lièvre derrière elle qui regardait tout autour, qui avait tourné la tête à gauche et puis à droite, reprenant son chemin. Il y avait ce petit hérisson à côté d'elle. Ses yeux se fermaient, et très lentement, ses yeux se fermaient, et tout doucement, elle posait sa tête sur le sol. Elle posa sa tête sur le sol tout doucement, jusqu'à ce qu'elle ferme les yeux et qu'on ne puisse pas la voir. Jusqu'à ce qu'elle ferme les yeux et qu'on ne puisse plus la voir, elle posait sa tête sur le sol. Elle n'avait plus de force pour redresser ses pattes contre elle. Elle n'avait plus de force pour pouvoir redresser ses pattes contre elle, mais elle n'en avait plus non plus pour pouvoir tenir sa tête droite et nous regarder. Elle laissait tomber sa tête sur le côté. Ses pattes étaient redressées vers l'intérieur. Elle ne pouvait plus se lever. Elle avait une blessure, une ouverture, une plaie ouverte sur le côté. Elle avait une plaie ouverte sur le côté de son abdomen. Elle était reposée dessus. Contre une racine d'un arbre, elle était reposée dessus. Contre le tronc d'un arbre, contre une racine d'un arbre, elle était reposée. Elle nous regardait, et ses yeux se fermaient lentement et tendrement. Tendrement, lentement,
Paisiblement, elle fermait les yeux, et plus elle posait la tête par terre, plus elle redressait ses jambes vers elle, plus elle commençait à partir. La pluie s'est mise à tomber soudainement. La pluie s'est mise à tomber soudainement, et drastiquement elle a perdu la vie devant nous. Seul, couvert de sang, je regarde dehors et il pleut. Il y a cette maison dans la forêt. Il y a cette maison dans la forêt, je sais qu'elle existe. Tous les deux, seuls, dans la forêt, on marche. On marche et on avance. Autour de nous, on a l'impression qu'il n'y a même pas d'arbres. On a l'impression qu'il n'y a même pas de tronc. On n'a même pas l'impression qu'au-dessus de nous, il y a la forêt. On a encore moins l'impression qu'il n'y a de tronc ou qu'il n'y a de branches partout autour de nous. Je n'ai pas l'impression d'être dans une forêt. Je regarde autour de moi et tout ce que je vois, c'est un endroit neutre, éperdument vide. Un endroit neutre, éperdument vide, dans lequel il n'y a plus rien. Une vaste étendue floue et noire, dans laquelle je me perds et dans laquelle j'avance. J'avance et je continue à mettre un pied devant l'autre. Il y a une seule chose qui me paraît réelle, que je sens. C'est le sol humide, la terre. La terre humide et l'eau qui se mélange à la terre noire. La seule chose qui me paraît réelle. Je marche et je sens le sol en dessous de moi. Je sens la terre, je sens les racines. Je sens qu'il fait froid, je sens qu'il fait humide. J'arrive à sentir l'eau tomber du ciel. J'arrive à voir qu'il pleut. Mais autour de moi, c'est une vaste étendue floue et noire. Je n'ai même pas l'impression d'avancer quelque part. Je regarde autour de moi et il n'y a pas de tronc. Il n'y a pas d'écho. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'écho, il n'y a pas de tronc. J'avance et pourtant je ressens le sol. Je ressens le sol en dessous de moi, je ressens la terre et la pluie. Quand je marche dans une flaque, je le ressens. Je sens que mon pied est humide, je sens qu'il y a de l'eau sur mes chaussures, mais quand j'avance, ce n'est qu'une vaste étendue floue. Je me demande que peut-être un jour j'arriverai au bout, et y aura-t-il peut-être un horizon que je verrai. Y aura-t-il peut-être un horizon que je verrai, comme peut-être des collines, comme peut-être des nuages, ou alors le creux d'une falaise. Y aura-t-il peut-être un précipice, le creux d'une falaise, le néant, ou alors tout simplement le noir. Mais derrière tout ça, derrière ce flou que je vois, derrière ce flou dans lequel je me perds, derrière ce noir dans lequel je suis entièrement mis, seul à ma disposition. Je suis à la disposition de rien, je suis seul, avec lui à côté de moi qui marche. Il marche en silence et je me dis que peut-être au bout, il n'y a soit rien, et que ça continue à être flou. Ou que peut-être il y a quelque chose comme un horizon, comme peut-être une falaise, comme peut-être une autre forêt qui pourrait continuer et précéder celle-ci. Peut-être qu'il y a une autre forêt qui précéderait celle-ci. Peut-être qu'il y a des falaises, des montagnes, ou peut-être qu'il y a tout simplement une fissure dans le sol, un creux, un précipice, en dessous duquel tout au fond on entend l'écho d'une légère brise de vent. Peut-être que tout au fond de ce précipice, on entendra le léger écho d'une brise de vent, ou alors encore le bruit d'une rivière qui passe tout au fond. Je regarde tout au fond, en tout cas je l'imagine. J'imagine ce précipice avec une rivière qui passe au fond, qu'on entend très légèrement, infimement à la surface, et j'entends très légèrement le bruit du vent passer entre le précipice. Les deux roches se rapprochent de plus en plus. Les deux roches se rapprochent de plus en plus. Elles sont noires calcinées, elles sont noires volcaniques. Je les regarde et quand je mets mon doigt dessus, j'ai de la poussière. Je suis couvert de sang, j'en ai plein sur mon t-shirt. Ça tombe jusqu'à mon jeans, jusqu'à mes cuisses, jusqu'à mes épaules. De mon épaule jusqu'à mon bras, jusqu'à mon genou, jusqu'à mon tibia. J'ai plein de sang sur moi. Et j'avance. Tout autour de moi, il y a encore cette étendue floue. J'ai beau avancer, je ne vois rien d'autre que cette étendue floue. Je regarde autour de moi, tout est triste, tout est mort. Il n'y a plus de vie.
Il n'y a plus de vie, il n'y a pas de cerf, il n'y a pas de biche, il n'y a pas d'élan, il n'y a pas de lapin, il n'y a rien. Il n'y a pas de lapin, il n'y a pas de cerf, pas de biche, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de faune, il n'y a ni faune ni flore, il n'y a rien que je puisse voir. Je regarde devant moi, et devant moi, il y a juste un animal qui attend à côté d'une racine. Je me rapproche, c'est un lièvre, et il y a cet animal, ce lièvre, un grand lièvre avec les oreilles relevées, le regard fixe vers moi. Il me regarde et son pelage est noir. Son pelage est noir, peut-être brun foncé. Il fait très noir à l'intérieur de la forêt. Je me rapproche de lui. Il ne bouge pas, seulement la patte à l'arrière, et il tourne la tête sur le côté. Je regarde là où il regarde, et cette partie de la forêt est noire, un noir total dans lequel je n'arrive même pas à voir les ombres. C'est un noir total dans lequel je n'arrive même pas à voir les ombres. À l'intérieur, il y a Alejandro qui rentre. Une fois rentré dans ce noir total, c'est derrière un tronc d'arbre que je n'arrive déjà plus à le voir. Je le regarde rentrer, et je rentre dans cette ombre, dans ce noir total, comme si c'était une porte qui s'ouvrait vers nulle part. De retour à cette cabane. Il pleut légèrement. De retour à cette cabane, il pleut légèrement et je regarde autour de moi. Je revois le même arbre, je revois les mêmes racines, la même terre sur laquelle on a marché, et la même cabane, avec la vitre sur le côté. Cette vitre brisée, qui passe d'un coin inférieur droit à un coin supérieur gauche. Je regarde cette vitre un instant, d'un regard effaré et d'un regard presque détruit et démoli. Je regarde cette vitre, et quand je regarde la forêt de l'autre côté, il fait noir, et les arbres qu'il y a devant moi, je vois que les branches qu'il y a sur les arbres, qu'il y a tout en haut, lézardent le ciel. Je vois que les arbres qui sont dressés devant moi font comme une porte qui s'ouvre vers la forêt. À l'intérieur, il fait noir, et au-dessus de moi, en levant les yeux au ciel, je vois que lézardent les branches juste au-dessus de moi. Elles se raccrochent et se raccordent les unes aux autres. Elles se raccordent les unes aux autres et elles lézardent les unes contre les autres. Je vois que cela fait alors une mosaïque au-dessus de moi. Cela crée alors une mosaïque de plein de petites branches qui se rejoignent les unes aux autres. Les arbres, tandis que eux sont figés dans le noir, je vois qu'il y a au-dessus de moi des branches qui lézardent, qui font une mosaïque de plein de petites branches qui se rejoignent. Je lève les yeux et je regarde. Je lâche le bois de cerf que j'avais en main. Que j'ai été prendre près du cadavre du cerf. Je le laisse sur le côté et je le regarde. Je pose ma main sur lui un instant. Je n'entends plus son cœur battre. J'ai juste l'impression que c'est une poitrine vide. J'ai juste l'impression que ce n'est plus qu'une cage thoracique. Je le regarde, je lève les yeux au ciel. Et cette mosaïque de millions de petites branches qui se déchaînent au-dessus de moi forme des petits carrés, Au-dessus de moi, ça forme des petits losanges, des petits carrés, des petits morceaux, des petits cercles, des petites formes géométriques. Je regarde au-dessus de moi cette mosaïque de petites branches qui se rejoignent, qui forment ainsi un dessin que je n'arrive pas à montrer ou même à définir. Je le regarde et il est d'une forme indéfinie, comme le chemin que je prends. Et je regarde cette mosaïque de petites branches qui se rejoignent. Au-dessus de moi, j'ai l'impression de ne plus voir le ciel, juste des petites formes, des rectangles, des losanges, des carrés, qui se rejoignent entre 2 millions de petites branches qui se touchent. Je ne vois plus les feuilles, elles sont noires, aussi noires que le ciel. Donc je n'aperçois pas les feuilles qu'il y a. C'est l'automne, il n'y en a plus vraiment.
Il y a autant de feuilles par terre là où je marche sur le sol, sur la terre noire et humide, qu'il n'y en a dans les arbres. Je regarde le ciel, je m'assieds par terre un moment, je croise les jambes et je regarde attentivement. J'écoute chaque bruit, chaque oiseau. J'écoute chaque bruit, chaque oiseau, chaque petite souris qu'il pourrait y avoir dans la forêt, chaque animal nocturne, chaque petite souris qu'il pourrait y avoir dans la forêt, chaque moment que je peux entendre, où j'entends la terre qui bouge, où j'ai l'impression que quelqu'un se rapproche de moi, chaque moment où je peux entendre qu'il y a une feuille qui pourrait tomber d'un arbre et atterrir à côté de moi sur le sol, chaque fruit noir et estompé que je peux apercevoir dans le... Chaque fruit noir et estompé que je peux apercevoir dans l'obscurité, je les regarde. Chaque feuille qui tombe des arbres, je les regarde. Chaque feuille qui tombe des arbres, je les regarde. Chaque écorce qui est en train de se détacher du tronc, je les regarde. Et au-dessus de moi, quand je fais ça, les arbres pleins de formes et plein de petites branches qui se rejoignent, formant ainsi une mosaïque de beauté dans le ciel noir et obscur. Descendent ainsi toutes les feuilles se posant légèrement sur le sol. Descendent alors toutes les feuilles se posant légèrement à côté de moi sur le sol. Je pose ma main sur le sol et je regarde au-dessus. Encore une fois, je vois cette mosaïque de dessins différents, rejoignant toutes les branches les unes aux autres. Et j'entends aussi les légers pas des autres cerfs qui sont encore vivants. J'entends les légers pas des autres cerfs, des biches et des autres petits lapins et animaux de la forêt, encore vivants. Je vois le lièvre noir arriver, et là, j'entends derrière moi qu'il y a un pas qui me rejoint. Il s'assied à côté de moi et regarde au-dessus la même mosaïque de branches. Quand je vois ton corps, j'ai ces pensées qui me traversent l'esprit. J'ai ces pensées qui me traversent l'esprit quand je vois ton corps, comme une mère qui prendrait son enfant contre sa poitrine. Comme une mère qui prendrait son enfant contre elle, qui regarderait son visage, dégageant ainsi ses cheveux, pour pouvoir admirer ses yeux, même s'ils sont fermés. Même s'ils sont fermés, une mère prendra toujours son enfant, son bébé, contre elle. Elle le mettra contre sa poitrine, le réchauffera et le tiendra alors avec ses deux bras. Elle le tiendra par les deux bras, gardera son enfant contre elle, dégagera légèrement ses cheveux, sans trop essayer de le regarder. Elle regardera son enfant pendant des heures. Je peux regarder ton corps comme ça pendant des heures. Je peux regarder ses courbes. Je peux regarder le volume qu'il a par rapport au matelas quand tu es couché. Quand tu es couché, je peux regarder le volume qu'il a par rapport au matelas. Je peux regarder comment tu es positionné. Je peux regarder ses courbes, la couleur de ta peau, son parfum, son odeur. Quand tu saignes, j'adore avoir l'odeur de ton sang. Quand tu saignes, j'adore avoir l'odeur de ton sang près de moi. J'aime tes courbes, j'aime ton parfum, ton odeur, et tout ça me rend charnel. J'ai l'impression de voir cette mère avec son enfant, qu'il le porte à bout de bras. À bout de bras, elle porte son enfant. Et quand elle le porte au bout de ses bras, elle le rapproche contre elle. Elle le tient et finalement le met contre elle, contre sa poitrine, contre ses épaules. C'est comme ça qu'elle le tient, qu'elle le regarde. Elle penche sa tête sur son jeune enfant. Sur son jeune bébé, elle penche sa tête. Elle met sa tête sur son jeune enfant, son bébé, et elle entend son cœur battre. Quand je me penche contre toi, j'entends ton cœur battre, qui de temps en temps j'ai l'impression qu'il va s'arrêter. Quand tu te mets à saigner, et que je vois une goutte ou une larme de sang tomber. Quand je vois une larme de sang ou alors une goutte de sang tomber, que ce soit de ta main, que ce soit de ton doigt, que ce soit de ton visage, je la regarde. Je me mets à côté de toi, et cette envie charnelle me vient soudainement.
Cette envie charnelle me vient soudainement. Que ce soit ton visage, que ce soit ton regard, tes yeux, que tu pleures une larme de sang, que tu saignes d'une petite goutte de sang, que tu saignes d'une petite goutte de sang, au bout de ton doigt, ou sur la paume de ta main. J'aurai toujours envie de mettre ma langue contre ta main, de lécher cette goutte de sang, ou alors encore, quand tu pleures du sang, et que cela s'en va de tes yeux, pour pouvoir tracer une ligne rouge le long de tes joues. Quand tu pleures une ligne de sang, et que cela s'en va pour tracer une ligne rouge le long de tes joues. Quand elle tombe contre ton visage, et qu'elle est tout en bas, proche de ton menton, j'ai envie de passer mon doigt. J'ai envie de passer mon doigt sur ton menton, et le long de tout le trajet de la goutte de sang, je retrace le même trajet à l'inverse. Une fois que toute la goutte de sang qu'il y avait sur ton visage, une fois que tout ce sang qu'il y avait sur ton visage, toute cette goutte de sang que tu as pleuré, est au bout de mon doigt, je passe ma langue dessus, et au bord de mes lèvres, juste sur la peau de mes lèvres, je regarde mon pouce avec ton sang, et juste sur la peau de mes lèvres, au bord de mes lèvres. Je lèche avec ma langue, et là j'ai l'impression de sentir ce que tu as ressenti. J'ai envie de goûter ton sang, j'ai envie de goûter ta peine, de goûter tes peurs, de goûter tes envies, et de rester à côté de toi. La chaleur de ton corps, le sang qui passe dans tes veines, tout ça je le ressens même si je suis loin. Même si je suis loin, tout ça je le ressens. Même si je t'ai laissé seul et que je suis parti, je ressens la chaleur de ton corps contre moi, les courbes de ton corps, moi contre toi, ton sang que j'arrive à sentir et à goûter. Ton sang que j'arrive à sentir et à goûter. J'arrive à ressentir tes peines, tes peurs, tes envies, les proies que tu connais le mieux et celles que tu connais le moins. Tout ça grâce à ton sang et grâce aux courbes de ton corps. On marche depuis longtemps. Depuis longtemps, on marche dans un endroit qui a l'air mort. Cet endroit qui a l'air mort, on arrive en face d'une maison, une maison en bois. Juste au croisement des chemins, il y a cette grande maison en bois. À côté, il y a une grange. À côté de la grange, il y a une autre maison en bois. Au croisement des chemins, il y a ce bar, fermé depuis longtemps. La terrasse est toujours installée juste devant. Il y a les chaises, les tables qui ont été dépliées, les chaises qui ont été mises sous les tables, les verres, les boissons. Tout a été laissé tel quel. Mais tout a l'air abandonné. Les tables, les boissons, les verres, les dîners, les assiettes, les couverts. Tout a été laissé tel quel. Les parasols, les parapluies sur le côté, à l'avant des maisons sur le perron. Les rocking chairs dans les rues, juste devant les perrons des maisons. Les aiguilles à coudre et ce que la femme ou l'homme était en train de coudre. Les aiguilles à coudre avec le fil qui est juste contre, à côté, ce que la femme ou l'homme était en train de coudre. Le tonnerre, l'éclair qui arrive de loin, qui a l'air d'être dans la forêt. C'était sûrement pour ça qu'il faisait si noir. C'était pour ça qu'il faisait si noir, qu'on ne voyait pas, qu'on ne voyait presque pas. On arrive là, et tout est éclairé. On arrive ici, et tout est éclairé, comme si entre la forêt et entre cet endroit, ce village, cette ville de moins de 400 personnes, 400 villageois. On arrive dans cette ville de moins de 400 villageois. On regarde les maisons. Il y en a trois grandes, deux petites, et quelques autres qui sont plus au fond.
quelques autres qui sont plus au fond. Je me retourne vers la forêt. J'entends l'orage, le tonnerre gronder. J'entends la pluie frapper le sol. J'entends la rivière qui monte et qui affronte le sol glissant. La rivière qui monte, qui affronte le sol glissant. Au-dessus, j'entends trembler les planches en bois du pont qui passe au-dessus de la rivière. J'entends trembler les planches en bois qui passent au-dessus du pont de la rivière. Il y a ces cordes. Devant chaque maison, il y a ces cordes, des cordes de marins pour accrocher des bateaux à côté. Elles sont par terre devant la maison. Je me demande à quoi elles servent. J'en prends une et je la regarde. Au bout de chaque corde, il y a une photo attachée. Je regarde cette corde de marin qui est déjà assez grande. Il faut que je ferme le poing en entier pour la prendre. Je prends la corde et je la hisse autour d'un mât. Je prends la corde et je la hisse autour d'un mât. Je la ferme et je fais un nœud bien solide. Je tire la corde et je l'étends contre toute la corde que j'ai hissée autour d'un mât, autour d'un poteau qu'il y avait sur le perron d'une maison. Autour d'un poteau qu'il y avait sur le perron d'une maison. J'utilise ça comme un mât. Je la hisse, je fais un nœud, je serre très fort. Je tends la corde que j'accroche à un autre. Je tends la corde que j'accroche à un autre mât. Une autre poutre qu'il y a sur le perron d'une maison. La plus grande maison des 4. Je tends les cordes, je la soulève, je la regarde. Il y a des photos de personnes, des enfants avec leurs parents, des mamans seules qui viennent de perdre un enfant, un jeune nourrisson, un jeune bébé, dans sa poussette, une poussette sur le côté qui a l'air vide, un drap et un voile par-dessus, une femme qui lève le drap et qui regarde dans la poussette. Je regarde toutes ces photos et je regarde toutes les maisons. Je comprends à présent que des gens sont venus vivre ici, une durée indéterminée. Une durée indéterminée, mais ils sont venus vivre ici. Je me tourne une nouvelle fois vers la forêt. J'entends la pluie frapper, j'entends le tonnerre arriver, j'entends le tonnerre gronder, les éclairs frapper le sol. Je regarde la forêt, il fait noir, et je me dis, y a-t-il une limite entre la forêt et entre ces maisons? Je regarde ces maisons, je regarde les croisements des chemins. Je regarde les croisements des chemins, les 4 plus grandes maisons, les autres petites maisons, le bar abandonné, la terrasse. Je regarde au-dessus de moi. Le ciel est libre, le ciel est bleu, presque blanc, et il y a du soleil. Il fait chaud. De l'autre côté, il fait froid, humide. Le ciel est terne, presque gris. Je regarde la forêt. Il fait noir entre les arbres. Il fait noir entre les arbres, et quand je mets un pied à l'intérieur de la forêt, au-dessus de moi, j'ai une mosaïque. Au-dessus de moi, quand je mets un pied dans la forêt, je lève la tête et j'ai une mosaïque de branches qui se raccordent toutes les unes contre les autres, formant un petit grincement. Faisant ainsi un petit bruit de grincement, cette mosaïque de branches au-dessus de moi, je la regarde, je lève les yeux. Je me remets entre les 4 maisons au croisement des chemins. Je regarde l'obscurité, les ténèbres, le sombre. Je regarde le sombre, les ténèbres, l'obscurité, le noir, dans la forêt. Puis je regarde la clarté, la lumière, à l'intérieur du croisement des chemins, de cette ville et des 4 maisons. Je lève la tête et je me dis, y a-t-il une limite entre ce chemin, entre le croisement des chemins, et entre ces 4 maisons? Je me dis, y a-t-il une limite entre ce village abandonné et entre la forêt? Je me retourne vers le village et je m'assieds par terre, et je pense à cette limite qui peut être juste au-dessus de moi. On reste là dans les caves de la maison, durant un temps indéterminé. On revient à la cabane. L'endroit est triste, vaporeux. Au-dessus de moi il fait noir, derrière moi aussi. Autour de moi il fait gris. Il fait froid. Je m'assieds sur le bord de la cabane. Je lève les yeux au ciel. La seule chose que je vois, ce sont des troncs d'arbres qui montent tout en haut.
C'est la seule chose que je vois. Des troncs d'arbres, grands, énormes, pour pouvoir toucher le ciel. Je les regarde, je m'avance un peu, je garde les yeux levés vers le ciel, et je vois une nouvelle fois cette mosaïque de branches au-dessus de moi. Je vois cette mosaïque de branches au-dessus de moi, et le ciel est tellement noir que je n'aperçois pas les feuilles. Je les entends virevolter et faire de petites boucles légères dans le vent. Je les entends faire des boucles légères et virevolter à travers le vent. À travers le vent, je les entends virevolter ou alors tomber par terre. Mais je ne les vois pas. Elles sont trop noires, trop sombres, et à l'intérieur, il fait beaucoup trop noir pour les voir. J'en vois tomber une seule devant moi. Je vois tomber une seule feuille devant moi. Elle se pose très légèrement. Très légèrement, elle se pose devant moi. Elle tombe et elle arrive devant ma chaussure. Je me penche en avant, je la regarde. Je lève les yeux au ciel et j'aperçois que toutes les autres feuilles sont pratiquement noires, vert tellement foncé, presque trop foncé pour pouvoir être du vert. Presque trop foncé pour pouvoir être du vert, je les regarde. J'ai l'impression que les feuilles accrochées aux arbres, que je ne vois pas, qui virevoltent à travers le vent, sont noires, entièrement noires. Elles ne sont même pas vert foncé à tel point qu'on pourrait croire du noir. Je les regarde, je lève les yeux au ciel, et j'aperçois celle-ci que je ramasse. Elle est vert tellement clair que je pourrais croire du blanc. Je la ramasse, je la regarde. Elle est verte, vert tellement clair que je pourrais croire du blanc. Je la prends et soigneusement je la mets dans mon livre, comme un marque-page. Comme un marque-page, je la mets dans mon livre soigneusement, je la garde. Je regarde une dernière fois sa couleur blanche, blanchâtre. Je regarde une dernière fois sa couleur blanchâtre. Je regarde les autres feuilles qui sont verts, vert foncé, à tel point qu'on pourrait croire du noir. À tel point qu'on pourrait croire du noir, je regarde une dernière fois leur couleur foncée. Je m'approche et je me rapproche du tronc d'arbre. Je me rapproche du tronc d'arbre, je me rapproche de la forêt. J'ai l'impression de rentrer à l'intérieur de la forêt. Plus je me rapproche du tronc d'arbre, plus j'ai l'impression de rentrer dans la forêt, de rentrer dans un endroit à part, qui serait seulement et uniquement noir. J'ai l'impression de rentrer dans cet endroit à part, une forêt, qui serait uniquement noire, seulement noire. J'ai l'impression d'être seul à seul avec les troncs, avec les branches et avec ces mosaïques de feuilles au-dessus de moi. Avec ces mosaïques de feuilles, de branches et de branches d'arbres au-dessus de moi, je lève la tête et je n'aperçois qu'un ciel noir. Je n'aperçois pas les feuilles, mais je les entends voler, disparaître, tomber ou alors virevolter à travers le sang. Je les entends virevolter à travers le sang qu'il y a au bout des feuilles, qui traverse sur moi la lignée des arbres. Il y a le sang qui traverse la lignée des arbres, et je les entends virevolter à travers le vent et le sang. Elles tombent par terre et se posent devant moi, à côté de la feuille blanche. Je la regarde et à côté de la feuille blanche de mon carnet. Je le pose par terre, ouvert, et la feuille blanche reste là, comme un signet. Entre deux pages, elle reste là. Et pourtant, même s'il y a du vent, elle ne s'envole pas. Les autres feuilles tombent très légèrement et se posent devant moi, mais elles ne se posent pas avec une légèreté comme la feuille blanche. Elles se posent comme si elles étaient lourdes. Je regarde une feuille noire tomber d'un arbre, tomber d'une branche qui forme cette mosaïque de branches au-dessus de moi. Ces mosaïques qui sont formées au-dessus de moi font tout autour de moi des carrés et des losanges, ainsi que de brefs triangles que je peux apercevoir. Je lève les yeux, je n'aperçois plus ces branches qui s'entremêlent. J'aperçois seulement un ciel noir. Tombe alors une feuille verte, vert foncé à tel point qu'on pourrait croire du noir. Elle se pose légèrement mais lourdement par terre. Je la ramasse et je la compare avec la blanche et je m'enfonce dans la forêt, aussi noire que je puisse l'imaginer, je m'enfonce dans la forêt. Je me retourne une dernière fois
et je n'aperçois qu'une infime lueur qui pourrait être l'horizon. C'est un drame qui nous arrive, mais c'est comme ça. Il faut le trouver. Quand on l'a trouvé, on l'a posé sur la table. On a rapproché une chaise. Je me suis assis dessus, et il s'est mis derrière moi. Il s'est mis derrière moi, et il m'a pris par les épaules. Il a abaissé ses mains. Il a abaissé ses mains légèrement contre mon corps. J'ai feuilleté le livre. C'est un drame, une vérité triste, mais c'est arrivé. On l'a trouvé, on l'a feuilleté, et ce livre, avec une attache en ceinture. J'ai défait la boucle, j'ai enlevé la petite ceinture en cuir, et j'ai commencé à feuilleter le livre. On a regardé et on a lu. On a lu et on est resté là pendant des heures. La lumière allumée, avec la fenêtre, entre le carreau fissuré, avec ce bruit infime, strident, qui passait outre. Ce bruit infime et strident qui passait outre, le carreau fissuré, la pluie dehors, à l'extérieur, la pluie dehors qui frappait. Ce bruit strident qui, pour finir, n'a plus existé. On regardait le livre et on est resté là des heures. On avait beau essayer de finir un chapitre, d'en commencer un autre, mais on restait là devant ce livre, à relire les mêmes pages, encore et encore. On relisait les mêmes pages encore et encore, non pas parce qu'on ne comprenait pas, parce qu'on n'avait rien d'autre à faire. Cette cabane était un endroit triste, derrière lequel il y avait la carcasse abandonnée d'un cadavre. Je la regardais par la fenêtre, ce cerf, écroulé par terre, ce cerf, avec ses bois, qui étaient contre un arbre, contre le tronc d'un arbre, sa tête reposée sur le sol, couvert de terre humide, couvert d'eau et de pluie qui tombait sur lui, le sang qui se déversait sur le sol et sur la terre humide et noire, les racines qui rentraient à l'intérieur de la plaie. Ses jambes redressées, ses pattes qui étaient redressées, ses jambes contre lui, la plaie ouverte, la racine qui rentrait à l'intérieur et qui ne cessait sûrement de lentement grandir, la racine qui rentrait à l'intérieur et qui sûrement ne cessait de lentement grandir à l'intérieur et de prendre puissance. La racine qui devrait grandir à l'intérieur d'elle était en train de lentement prendre la puissance et de rentrer à l'intérieur de sa plaie. Je me suis approché de lui après avoir refermé la porte derrière moi, après être sorti. J'ai tourné la tête en posant ma main légèrement sur le cerf qui était mort depuis longtemps. Le sang se déversait à mes pieds sur le sol. La pluie était en train de tomber. Ses yeux étaient fermés. Je le regardais contre le sol. Ses yeux étaient fermés. De temps en temps, ses bois étaient appuyés contre le tronc d'un arbre. Juste derrière ces bois, et juste derrière lui, il y avait comme une porte qui était formée. Il y avait comme une porte qui avait été formée par la forêt. Entre deux troncs, on pouvait voir que par-dessus la mosaïque de branches qu'il y avait au-dessus. Par-dessus cette mosaïque de branches qu'il y avait au-dessus, par-dessus les feuilles vertes, presque trop vertes pour être noires, je les ai regardées. Ça formait une porte fermée derrière laquelle il n'y avait sûrement rien à part le noir. Derrière cette porte naturelle qui avait été formée par les troncs, par les propres troncs de la forêt, par les branches, par cette mosaïque de branches, par le ciel et par les feuilles presque vertes foncées ou presque vert foncé trop noires pour pouvoir être noires. Elles avaient formé une porte derrière laquelle il n'y avait sûrement que le noir. Je suis rentré au travers de cette porte, derrière il n'y avait effectivement que le noir, et j'ai regardé le bois du cerf qui était tombé un peu plus contre le tronc d'un arbre. Je me suis retourné à la fenêtre, et à la fenêtre, j'ai vu qu'il lisait toujours le livre.
À la fenêtre, il lisait toujours le livre, non pas qu'il le lisait, mais il le décryptait. Il le décryptait, il lisait le livre, non pas qu'il le regardait, mais il l'avait fermé. J'ai refermé la porte derrière moi, il rapprochait la lampe de plus en plus du livre, à tel point que j'ai pu penser à un moment donné que les feuilles en papier allaient prendre feu à cause de la chaleur de l'ampoule. J'ai regardé dehors, il faisait entièrement noir. Je ne voyais plus que les yeux noirs du cerf scintiller et ses bois appuyés contre le tronc de l'arbre, derrière la porte noire à l'intérieur de la forêt. Et je suis rentré, fermant la porte, regardant par la vitre fissurée, écoutant cet infime bruit du vent qui passait dans la fissure de la vitre. J'ai refermé la porte et je l'ai regardé avec le livre en main. La mort arrive bien trop tôt. Je pourrais dire l'aube ou je pourrais dire le crépuscule. Je pourrais même encore dire l'aurore. Je peux dire l'aurore, je peux dire le crépuscule, je peux dire l'aube, mais la mort arrive bien trop tôt. Elle est fondée sur des principes religieux. Elle s'approche lentement et personne n'entend jamais ses pas. Personne n'entend jamais ses pas. Personne ne sait à quoi elle ressemble. Personne n'a jamais vu son visage. Elle arrive trop tôt. Parfois, elle frappe à l'aube. Parfois, elle frappe à l'aurore. Parfois, de temps en temps, elle frappe au coucher du soleil. Parfois, elle frappe au lever du soleil, l'aube, l'aurore, ou alors encore le crépuscule. Parfois même dans la nuit, parfois pendant la journée. Elle est partout et nulle part à la fois. Elle nous regarde, elle nous observe. Elle nous dicte ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Pourtant, elle est là autour de nous. Et à la cabane, quand on a trouvé ce livre, je sentais qu'elle nous regardait. Elle était partout autour de nous et elle nous regardait. Elle était fondée sur des principes comme les rituels sacrés ou ancestraux. Elle était partout. Quand le sang coulait dans mes veines, elle y était. Quand mon cœur battait, à chaque pulsation, elle y était. Fondée sur des principes religieux, sacrés ou ancestraux, elle nous regarde. Elle nous observe à chaque fois qu'on dit le mot exorcisme, à chaque fois qu'on dit le mot religion, à chaque fois qu'on parle de religion. C'est elle qui est à côté de nous pour nous écouter. C'est une oreille parlante. C'est une oreille parlante qui nous répond et qui nous écoute. Elle est fondée sur beaucoup de principes, des principes qui paraissent eux-mêmes simples, à combattre. Et pourtant, nous voilà tous les deux aujourd'hui, dans cette cabane, à essayer de confronter la mort, quelque chose qui devrait être la fin, quelque chose qui est touché par les gens, quelque chose qui touche les gens, et quelque chose qui arrête les gens. Le jour, la nuit, quand c'est l'aube, quand c'est l'aurore, quand c'est le crépuscule, quand il arrive, quand il part, quand il revient. Il est là et il nous regarde, à l'intérieur de la forêt. À l'intérieur de la forêt, il fait noir, et la mort nous suit. La mort nous suit à grands pas à l'intérieur de la forêt, mais des pas qu'on ne peut pas entendre. Elle nous suit à grands pas, elle nous observe, elle se rapproche, elle tend son bras et elle tend sa main pour nous attraper. Mais seulement dans la forêt quand je lève le ciel. Mais seulement dans la forêt, quand je lève les yeux au ciel, que le ciel se lève et qu'il devient noir ou alors clair. Il y a cette mosaïque au-dessus de moi. Quand le ciel se lève, quand je lève les yeux au ciel, je peux apercevoir cette mosaïque de branches qui s'entremêlent, qui s'entremêlent, qui s'entretouchent et s'entreconfrontent les unes aux autres, et cette mosaïque formant des triangles, formant ainsi des carrés,
formant des losanges, des carrés et de petits triangles presque apparents. Je regarde cette mosaïque, et le ciel se lève comme je lève les yeux au ciel. Et je regarde cette mosaïque. Je me dis que la mort n'est pas partout, mais seulement le jour. Le jour, je n'aperçois pas cette mosaïque, seulement le noir. Le jour, je n'aperçois pas cette mosaïque, seulement le noir qui est caché juste en dessous de chaque racine des troncs d'arbres. J'aperçois le jour, le noir qu'il y a entre chaque racine des troncs d'arbres, en dessous des troncs d'arbres et en dessous de la terre. En dessous de moi, il y a le noir, et peut-être qu'il y a des cavernes. Peut-être qu'il y a des cavernes et des sous-sols plongés dans le noir. Peut-être que ces sous-sols plongés dans le noir que je ne connais pas sont des cavernes qui sont reliées par les racines qu'il y a au-dessus. Ces racines qu'il y a au-dessus que je peux voir, dans lesquelles je vois le noir. Le matin, quand l'aube se lève, quand le crépuscule arrive, ou alors quand l'aurore est là. Je vais dans la forêt, mais je ne vois pas cette mosaïque. Je ne vois pas cette mosaïque de confrontation. Je ne vois pas cette mosaïque de toucher entre les branches d'arbres et entre les feuilles. Le soir, je l'aperçois, mais je ne vois plus les feuilles. Par contre, c'est la seule chose que je peux voir. Par contre, c'est la seule chose que je peux voir. Les feuilles le matin tombées devant moi, aussi blanches et aussi claires, aussi teintées qu'un vert presque blanc et uniforme. Elles se posent devant et recouvrent le ciel. Elles se posent devant et recouvrent le ciel, qui a l'air de devenir blanc. Le ciel bleu qui a l'air de devenir blanc, ce ciel dégagé, qui recouvre le parterre de la cabane, de petites feuilles, d'innombrables petites feuilles blanches, vertes teintées et très légèrement blanches. Elles se posent par terre, et je vois que la terre noire disparaît. Je vois que la terre noire disparaît et l'humidité avec. L'humidité avec, et la pluie d'avant disparaît. Et les millions de petites feuilles et les millions de petites fleurs blanches se posent devant, et la cabane paraît illuminée de l'extérieur. Le soir, elle paraît abandonnée, seule. Le soir, elle paraît seule, abandonnée, et ça a l'air d'être un lieu dans lequel personne n'irait jamais pour se retrouver seul à seul ou face à face. Je me retrouve reclus dans cette cabane au milieu de la forêt, avec de petites fleurs blanches qui se posent partout sur le sol et qui se laissent tomber des arbres et des branches, et de petites feuilles blanches, presque vertes un peu teintées légèrement, qui apparaissent. Elles sont épurées et claires. Forcément sur le sol, apparaît alors forcément sur le sol de petites gouttes d'eau très légères, la rosée du matin, qui vient encore plus illuminer cette couleur blanche. On guérit un jour, et ensuite tout réapparaît. J'ai l'impression, quand je vais dans la forêt maintenant, que les branches qu'il y avait au-dessus de moi, cette mosaïque de branches de confrontation que je voyais au-dessus de moi, disparaît. Peu à peu, j'ai l'impression que ce ne sont pas les feuilles qui tombent, mais les branches. Je regarde les troncs qui atteignent des sommets. Les troncs des arbres atteignent des sommets. Ils sont couverts d'eau de pluie, et ils sont encore mouillés. Ils sont encore mouillés, couverts d'eau de pluie, et je marche dans la forêt. Cette fois-ci, tout disparaît. Mais en même temps, j'ai l'impression que derrière moi, le chemin que je traverse dans les sentiers, j'ai l'impression que le chemin que je traverse dans les sentiers réapparaît derrière moi. Je sens qu'il y a quelque chose de vrai, de véridique. Je sens qu'il y a quelque chose de véridique derrière moi qui réapparaît. Quelque chose de pur, quelque chose qui n'est pas sale. Quelque chose qui n'est pas sale réapparaît derrière moi, quelque chose de pur. Je me retourne de temps en temps. Je lève les yeux au ciel. J'aperçois un bleu. J'aperçois une couleur bleue, très pure, très blanche,
presque infiniment blanche. J'attends par terre, les jambes croisées. Ensuite, les jambes repliées contre moi. Ensuite, les jambes repliées contre moi, les jambes croisées. Et j'attends par terre, je croise les bras. Je lève la tête et je cherche cette mosaïque de confrontation. Je cherche toutes ces branches qui se confrontaient les unes aux autres la nuit et qui formaient des petits carrés, des petits espaces rectangulaires. Je cherche cette mosaïque qui formait de petits espaces rectangulaires, qui formait de petits rectangles à peine visibles et de petits losanges. Je cherche ces petits carrés entre les branches, ces branches qui se confrontent, mais je ne les trouve pas. J'avance et j'ai l'impression qu'à un moment je mette les pieds dans le vide. J'avance toujours, et j'ai l'impression qu'à un moment je vais mettre les pieds dans le vide. Mais je n'ai pas l'impression que je vais tomber. Je n'ai pas l'impression que je vais tomber. J'ai juste l'impression que je vais commencer à marcher et mettre les pieds dans le vide. J'ai l'impression que derrière moi tout réapparaît, purément. De manière pure, j'ai l'impression qu'épurément, derrière moi tout réapparaît. Je me tourne et je sens quelque chose de épuré. Je regarde devant moi. Je sens quelque chose de sale. Je sens quelque chose de sale, quelque chose de putride, une odeur nauséabonde, mais je la suis. C'est une odeur nauséabonde, quelque chose de putride, quelque chose de sale, de noir, qui reflète la mort sous tous les angles. Quelque chose de noir qui reflète la mort sous tous les angles. Une odeur putride et nauséabonde que je suis depuis longtemps. Je vais mettre les pieds dans le vide un moment, je le sais. Derrière moi apparaît quelque chose pour me protéger. Quelque part derrière moi apparaît une chose qui me protège, un aura de lumière blanche et de lumière jaune. Cette aura de lumière blanche et de lumière jaune qui apparaît derrière moi. Je me retourne et je la vois. Elle n'est pas claire, elle n'est pas nette. Elle n'est pas claire et nette, je n'arrive pas à voir comment elle a. Je n'arrive pas à voir comment elle est, comment elle a réussi à me suivre. Je n'arrive pas à voir. Mais elle n'est pas claire, elle n'est pas nette. Elle n'est pas floue non plus, je ne peux pas voir comment elle est. Elle me regarde, je sens qu'on m'observe, c'est comme un œil. C'est comme un œil, c'est comme une vision, je sens qu'on m'observe. C'est comme quelque chose que je vois lorsque je ferme mes yeux. C'est comme quelque chose que je vois lorsque je ferme mes yeux, c'est comme une vision, c'est comme un impact sur quelque chose qu'on regarde. Elle m'observe, elle me suit, elle me regarde. Elle suit chacun de mes mouvements et chacun de mes pas. Et derrière moi, cette aura blanche et cette aura jaune, jaune citron, blanc ardent, me suit jusqu'au fond de la forêt. Je mets les pieds dans le vide, mais je n'ai pas l'impression de tomber. Je continue mon chemin et je cherche cette mosaïque de confrontation, de branches qui forment des rectangles, des triangles, des losanges, et d'autres petites formes dans le même genre. Je ne l'ai jamais trouvée, mais derrière moi me suit cette chose pure qui paraît instable. Quand tout réapparaît la nuit, tout me paraît étranger. Je lève les yeux au ciel et je me demande ce que c'est. Je ne vois plus que des branches. J'ai encore le souvenir d'une mosaïque, de plein de branches qui se mélangeaient les unes aux autres, qui se superposaient, qui se touchaient, qui se confrontaient. Mais quand je lève les yeux au ciel maintenant, tout me paraît étranger, tout me paraît étrangement noir, tout me paraît incertain. Je regarde à côté de moi et j'ai de l'incertitude. Je regarde le cadavre du cerf. Je me pose à côté de lui. Je commence à lui parler. Posé sur le sol, il ne me répond pas. Posé sur le sol, il ne me répond pas. Je commence à frotter mes jambes avec la paume de ma main. Avec la paume de ma main, je frotte mes jambes.
J'arrête un instant. Un moment, j'arrête et avec mon pouce, je fais des cercles sur le côté de mes genoux. Je frotte ma jambe nerveusement et je fais des cercles avec mon pouce. De temps en temps, j'arrête. De temps en temps, je regarde devant moi. La cabane est fermée. La lumière est éteinte. Le livre est à l'extérieur et je vois qu'il le feuillete. Il me regarde. Je vois qu'il le feuillete, il me regarde, referme le livre et vient se poser à côté de moi. Il me demande ce qu'il y a, je lui dis lève les yeux au ciel et regarde. Il lève les yeux au ciel et ne voit pas la même chose que moi. Tout me paraît étranger. Il regarde et il me dit oui quoi, qu'est-ce qu'il y a? Et il me demande ensuite qu'est-ce que je suis censé voir. Je lui réponds il n'y avait pas quelque chose avant que tu voyais quand tu levais les yeux au ciel. Il me répond non, pourquoi? Je pars, je fais 3 tours sur ma droite, 2 sur ma gauche, je commence à tourner en rond et je m'arrête contre un autre mur. Je m'arrête contre un autre mur de la cabane. Je fais 3 tours à droite, 2 à gauche, je me mets contre un arbre. Il se déplace et vient à côté de moi, il me regarde. Ensuite, assis sur une chaise qui avait été dépliée, mais laissée à l'extérieur. Le bois est un peu pourri. Je passe ma main dessus, pour pouvoir voir si elle peut supporter mon poids. J'enlève ma main et je sens que ma main est humide, qu'elle sent le pourri, qu'elle sent la pourriture. Je regarde ma main et avec mon autre pouce, je passe mon pouce, le bout de mon doigt, sur tous mes doigts. Il me demande si je suis triste ou nerveux. Je lui réponds aucun des deux. Je regarde en l'air avec un air triste cette fois-ci. Il me regarde et il me dit oui, tu es triste. Je le regarde et je lui dis non. Je m'assieds à côté de lui, en face de lui. Je m'assieds en face de lui. Il me regarde et il me dit pourquoi tu ne viens pas ici? Je lui dis je veux me mettre en face de toi, pour te voir. Il me regarde et il me dit mais tu pourrais très bien et tu pourrais autant me voir ici. Je lui dis je me mets en face de toi. En m'asseyant, je lui dis je me mets en face de toi. Je lui dis alors cette forêt ne te paraît pas étrangère? Étrangement, il me regarde bizarrement. Je lui demande ça ne te paraît pas étranger tout ce qu'il y a autour de nous? Il dit non, on a marché plus de 100 fois dans ces bois. Je le regarde et je lui dis oui, on a marché plus de 100 fois dans ces bois, c'est vrai. Il met ses bras sur le sol, il les ouvre pour me faire un câlin. Je tombe sur son torse, je me mets contre lui, je regarde derrière et je sens encore cette odeur putride. Je sens encore cette odeur putride et nauséabonde. Je tourne la tête et il me demande ce qu'il y a. Je réponds non, rien. Il regarde à gauche et à droite. Il ne voit que le noir et les troncs d'arbres qui se soulèvent jusqu'en haut. Il les regarde un instant. Je me mets à côté de lui. Il pose ses bras sur le sol. Il nettoie ses mains en les frottant l'une contre l'autre. Il nettoie ses mains en les frottant l'une contre l'autre. Je vois qu'il y a de la terre qui tombe. Je vois que ses mains sont humides. Il passe ses autres doigts, les doigts de sa main gauche, il les passe sur les doigts de sa main droite. Il frotte la terre et il sent qu'il y a de l'humidité. Je le regarde et je lui demande pourquoi est-ce que tu fais ça? Il me regarde et il me dit le sol est humide. Je lui dis oui, le sol est humide, il a plu. Et il me regarde et ensuite, il se lève, il dit mais la terre aussi. Je le regarde et je lui dis c'est normal. Je passe au travers d'un tronc qui est tombé par terre. Je passe au travers d'un tronc qui est tombé par terre. Je l'enjambe et j'arrive à l'intérieur de la forêt. Il ne me voit plus et me demande attends. Il me poursuit à l'intérieur. Il me demande ce qu'il y a. À l'intérieur de la forêt, on est plongé comme à l'intérieur d'un trou. On est plongé comme à l'intérieur d'un trou, comme à l'intérieur d'un gouffre. Il me regarde et me dit qu'est-ce qu'il y a. En face de lui, un peu contre un arbre, je lui dis tout ne te paraît pas étranger.
Il me répond calmement en levant les yeux au ciel, en regardant à gauche et à droite. Non. Et puis il réenjambe le tronc qui est tombé par terre. Il réenjambe le tronc qui est tombé par terre, ouvre la porte et me dit de venir. Je viens et je fais pareil. Je rentre à l'intérieur et je regarde ensuite à l'extérieur. Il arrive derrière moi, m'embrasse et me dit « Mais enfin, rien ne te paraît étranger, tout est comme la dernière fois. » La maladie s'aggrave et alourdit notre colonne vertébrale. Je ne peux désormais plus marcher. Je ne peux désormais plus avancer. Elle alourdit la colonne vertébrale. J'ai l'impression de me retourner contre moi-même, sans même lever le petit doigt. J'ai l'impression que je me retourne contre moi-même, sans même lever les petits doigts, sans même rien faire. Quand je me regarde dans la glace, je ne vois plus qu'un enfant, contaminé, avec des veines noires qui lui montent jusqu'au visage, un œil aveugle, un œil noir, avec du sang qui remontait jusqu'aux iris. Du sang qui remontait jusqu'aux iris, un cercle de sang qui entoure mes iris. Je suis désormais aveugle des deux côtés. Je suis aveugle des deux côtés, mon visage est recouvert de veines noires. Derrière mon visage, derrière mes oreilles, sur mes pommettes, sur mes fossettes, sur mes joues. Quand je pleure, que je me sens mal, que je suis triste, que j'ai mal ou que je ne suis pas bien. Je pleure du sang. Je vomis quelque chose qui est noir, une substance. Je vomis une substance noire, des glaires. Je vomis des glaires noires, une substance noire, que je n'arrive pas à décrypter comme étant de la terre ou alors du sang. Je la regarde dans mes mains, je tousse, une fois, deux fois, trois fois, mais plus je tousse, plus en avant, je tousse, encore, encore et encore, cette matière noire que j'ai en main, qui pourrait être même voire de la terre. Cette matière que j'ai en main, qui pourrait voire même être de la terre, qui pourrait être de la terre ou alors du sang. Ça pourrait être du sang avec des grumeaux. Je regarde ce que j'ai dans la paume de mes mains. Ça n'a pas d'odeur. Ça n'a pas d'odeur. Ça n'a pas d'odeur nauséabonde, d'odeur putride ou quoi que ce soit. Ça n'a pas d'odeur putride, je regarde attentivement. On dirait de la terre, on dirait des glaires, sauf qu'ils sont noirs. Ils sont noirs comme le goudron, ils sont noirs comme le pétrole. Noirs comme le pétrole, noirs comme le goudron. Ma maladie s'aggrave, et autour de ma colonne vertébrale, un sédiment mystérieux de calcaire commence à grandir. Il entoure la colonne vertébrale. Il entoure la colonne vertébrale et un sédiment mystérieux de calcaire commence à entourer chaque vertèbre de la colonne vertébrale. Je ne peux plus la bouger. Soit je suis par terre, effondré, et j'avance avec la seule force de mes bras. Je rampe par terre pour pouvoir atteindre la porte. Je ne peux plus me relever. Ma colonne vertébrale est paralysée. Désormais par terre, sur le ventre, chaque fois que j'avance, j'ai une écharde qui me rentre dans le pectoral. Chaque fois que j'avance, j'ai une écharde qui me rentre dans les pectoraux ou alors dans l'épaule. J'ai mal, et quand je m'avance et que je me plie en avant, cette écharde se casse à l'intérieur de ma chair et de ma peau. Elle se casse à l'intérieur de la chair et de la peau. Ma peau devient un peu plus faible, plus infime. J'ai l'impression que ma peau devient plus faible, plus infime. J'ai l'impression qu'elle tombe plus facilement ou alors qu'elle s'irrite plus facilement. J'ai l'impression qu'elle s'irrite plus facilement, qu'elle se blesse plus facilement. Ma peau devient grise, grise un peu faible. Cette couleur grisâtre, cette couleur grise presque noire. Cette couleur grise presque noire, cette couleur grisâtre, grise un peu faible, grise un peu blanc, un peu terne. Quand il pleut, j'ai mal. Le froid de la pluie et le vent dehors me fait mal. C'est comme des coups de couteau dans le dos. C'est comme des coups de couteau dans le dos. Le vent, la pluie dehors
Le froid de chaque goutte qui me tombe dessus me fait mal. Je rampe par terre et ma peau devient de plus en plus faible, de plus en plus petite, de plus en plus infime. J'ai l'impression qu'elle s'irrite plus facilement et j'ai l'impression qu'elle se blesse plus facilement. Je commence à me griffer sur le ventre, à me griffer sur le dos. Quand je me retourne, je n'ai plus de force dans les poignets. Sur le sol, pour pouvoir me maintenir debout, je n'ai plus de force dans les poignets. Je me retourne vers la porte, j'essaye d'atteindre la poignée, mais je n'ai pas assez de force pour me maintenir sur un seul poignet et pour me maintenir sur un seul bras. Je me relève et ma colonne vertébrale est paralysée par ce sédiment mystérieux de calcaire qui s'est mis sur chaque vertèbre. Il continue à grandir et commence à se mettre sur la cage thoracique. Il continue à grandir et ce sédiment mystérieux atteint la cage thoracique. Ma cage thoracique s'alourdit. Je commence à étouffer. Mes poumons se rétrécissent. Mes poumons se rétrécissent à cause du sédiment mystérieux de calcaire qui se met sur mes os. Ma colonne vertébrale est paralysée. Je commence à étouffer. Je suffoque et je ne sais plus respirer correctement. J'essaye d'atteindre la poignée. La porte s'ouvre, mais je tombe par terre. De peur, de mal et d'angoisse. De peur, de mal, d'angoisse, de doute et de honte, je tombe par terre. La porte est ouverte, mais je ne peux plus avancer. Je ne peux même plus bouger un seul doigt. Je ne peux que lever les yeux et regarder le ciel noir. Allongé par terre. Ça me brûle dans tout le corps. Ça me brûle dans tout le corps. Allongé par terre, je vois la brume qui vient se poser sur moi et sur la forêt. Elle vient se poser sur la forêt et sur moi très lentement. Je suis allongé par terre et entre la brume, entre les nuages et le ciel, je vois 3 petits oiseaux, des petits oiseaux noirs. Ces petits oiseaux noirs sont en train de voler. Je les regarde attentivement. Je pense une dernière fois, j'imagine comment sont leurs yeux, j'imagine à quelle hauteur de moi ils sont. J'essaye de réfléchir, mais ça me brûle à l'intérieur de moi. La forêt est à côté. Je peux sentir qu'elle m'appelle d'une certaine manière. D'une certaine manière, je peux sentir qu'elle m'appelle. Je tourne la tête, j'ai mal à la nuque. Je la regarde, je ferme un œil. Aussitôt que je ferme les 2 yeux, Alvaro vient se mettre à côté de moi. Il me regarde, se met contre moi. Aussitôt que j'ai fermé les 2 yeux, il se met contre moi, s'appuie contre moi et essaye d'écouter mon cœur. Je l'entends crier, je l'entends hurler. Je l'entends crier et je l'entends hurler, mais petit à petit, mon ouïe commence à disparaître. Petit à petit, je perds mes sens. Petit à petit, je ne sais plus où je suis. Je perds mes sens, je l'entends hurler. Je l'entends crier, je l'entends pleurer. Il est sur moi, il me demande de revenir. Il me demande de revenir, il est sur moi. Il regarde la forêt une dernière fois. Le regard dans mon sens, il réfléchit et regarde le ciel. Je l'entends dire des mots comme s'il suppliait à quelqu'un que je revienne. Il est assis sur moi. Il est assis sur moi, par terre, couché sur le sol. Il a sa tête contre mon épaule. Il est tenu contre moi, assis. Il me regarde. Il a sa main sur mon épaule et sa tête un peu contre mon autre épaule. Je l'entends murmurer à mon oreille à répétition le même mot. Tu vas revenir, tu vas revenir, tu vas revenir. Toujours les mêmes mots. Tu vas revenir, tu reviendras, tu reviendras. Je le sais, je le sais, je sais que tu vas revenir. Plus je l'entends parler, plus je remarque que sa voix est faible. Plus il parle, plus il se rapproche de moi. Je sens qu'à l'intérieur de moi, ça brûle. Je sens que ça brûle. Je sens mes muscles dans mes jambes. Je sens que mes muscles dans mes jambes me font mal. Je sens qu'elles tirent. Je sens que mes muscles tirent, comme si elles tiraient vers le sol et devenaient de plus en plus lourdes.
J'ai l'impression qu'il y a des briques. J'ai l'impression qu'il y a des cailloux dans mes jambes. J'ai l'impression qu'il y a des cailloux dans mes jambes. J'ai l'impression qu'il y a des briques, qu'il y a de la terre dans mes jambes, mais que ce n'est plus des muscles. Quand je pense à mes jambes, maintenant, je pense à des cailloux, je pense à de la terre, je pense à de l'eau. Je pense à de l'eau, je pense à de la terre, je pense à des cailloux, je pense à des pierres. Il me regarde et j'entends: tu vas revenir, tu reviendras, tu es obligé de revenir. Je le regarde et je comprends alors que si je ressens de l'eau à la place du sang, si je ressens des pierres, des cailloux à la place de mes muscles, si j'ai l'impression qu'il y a du sang qui circule dans mes jambes, c'est que je suis en train de devenir la forêt. Je suis en train de devenir la forêt, et avec les derniers mots, les dernières paroles qu'il me reste, je lui murmure à l'oreille, contre moi, je lui murmure à l'oreille qu'il est trop tard, qu'après 5 minutes, je lui murmure à l'oreille qu'il est trop tard, et qu'après 5 minutes, il sera déjà beaucoup trop tard pour me ramener. Il me regarde, se lève, d'un air triste et étonné. Il se lève et me regarde. Il me tend la main, j'essaye de prendre la sienne, mais je n'arrive pas à lever le bras. Je n'arrive pas à lever le bras. Les cailloux que j'ai dans les bras, les pierres que j'ai dans les bras, sont beaucoup trop lourds. Mes muscles deviennent beaucoup trop lourds pour que je puisse les soulever. Je n'arrive pas à lever le bras. Il prend ma main et se met accroupi à côté de moi. Il se met accroupi à côté de moi, un genou à terre et un pied sur le sol, il se met à côté de moi. Il me parle et il me dit: tu ne deviendras pas la forêt, tu es obligé de revenir. Je lui explique alors que je sens des cailloux dans mes jambes, que je sens de l'eau dans mes veines, que j'ai l'impression qu'il y a de la terre dans mes jambes. Je lui dis alors en lui murmurant à l'oreille: les 5 minutes sont passées, il est trop tard pour me ramener. Il part dans la forêt, ne se retourne pas. Il part dans la forêt, ne se retourne pas. Il y reste un instant dans la forêt, dans le noir, juste derrière la porte qui a été faite par 2 troncs d'arbres. Juste derrière la porte qui a été faite par 2 troncs d'arbres, par les branches et par les feuilles, cette porte naturelle derrière laquelle il y a le noir. Il y reste un instant. Il revient et me dit: non, tu n'es pas en train de mourir. Je le regarde et je lui dis que les 5 minutes sont passées depuis déjà une demi-heure. Il revient et il me dit: mais tu ne mourras pas parce que moi aussi. Je lui dis qu'il est trop tard, que je suis en train de devenir pourriture. Il s'assied et me regarde. Je ferme les yeux et je lâche prise. Je vois une dernière fois une larme sur ses joues. Et je lui dis que ce n'est pas grave. Ma voix commence à s'atténuer de plus en plus. Ma voix commence à partir et s'atténuer. Elle disparaît petit à petit. Quand elle s'atténue, finalement, elle disparaît. Elle ne devient plus qu'un murmure qui lui dit qu'il est trop tard. Il me regarde et se met assis sur le côté. Il sent l'odeur de la pourriture, les 5 minutes sont passées, je suis déjà en train de me décomposer. À côté de la forêt, je sens qu'elle m'observe et qu'elle m'attire vers elle. Je deviens terre, je deviens poussière, je deviens humidité et eau. Je deviens terre, je deviens poussière, je deviens humidité, je deviens eau, je deviens roche. Je deviens les troncs d'arbres et les racines qu'il y a entre. Je regarde la forêt, et c'est comme si j'étais en train d'entrer avec lui à l'intérieur. Je l'accompagne dans son voyage. Je n'accompagne pas seulement lui, j'accompagne ses flatteries. J'accompagne ses flatteries dans son voyage. Je me tourne vers la forêt. Je la supplie, et je lui demande: pourquoi est-ce que tu me l'as enlevée? Je la regarde et j'ai l'impression qu'elle me regarde de haut. Comme si je n'étais rien, j'ai l'impression qu'elle me regarde de haut. Je lui dis alors: pourquoi me l'as-tu enlevé? Pourquoi me l'as-tu arraché? Il disparaît et quand je me retourne, je ne vois plus rien. J'avance le long du ruisseau. J'avance le long du ruisseau. J'avance le long du ruisseau. Il est sur le côté, je le regarde. C'est la seule pensée qui me vient. Je ne peux plus que penser à ça. Il m'avait dit la dernière fois:
J'ai le goût de l'eau en bouche. Quand je l'ai regardé et qu'il m'a dit la dernière fois, j'ai le goût de l'eau en bouche, je lui ai dit, quelle eau? Il m'a regardé quand je lui ai dit quelle eau. Il m'a dit, l'eau qu'il y a au ruisseau. Je le traverse, la rivière, l'eau de la rivière, l'eau du ruisseau. Quelle eau a-t-il en bouche? Je me souvenais de ça. Je l'accompagne dans ses flatteries. Je l'accompagne dans son chemin. Désormais, je suis seul dans la forêt. Je cherche à le retrouver, une partie de son corps. Il m'a décrit ce qu'il ressentait, comment il était parti, comment est-ce qu'il voyait qu'il partait. Je marche dans la forêt. Je ne suis plus très loin de mon but, mais je marche dans la forêt. Je sens que mon cœur s'alourdit, comme s'il y avait une couche de sang qui venait de passer au-dessus. Je sens que mon cœur commence à s'alourdir, comme s'il y avait une deuxième couche de sang qui venait de passer au-dessus, comme si mon cœur était plus lourd qu'avant. Avoir mon cœur, comme si mon cœur était plus lourd qu'avant. Il a comme une couverture autour de lui. Je le regarde. C'est à voir mon cœur que je l'observe. De loin dans la forêt, je m'assieds par terre contre un arbre. Je m'assieds par terre contre le tronc d'un arbre. À voir mon cœur, je le regarde, je l'observe. J'ai cette vision de mon cœur, et à voir mon cœur quand je le vois. Il a l'air lourd, il a l'air de porter des secrets. Quand je vois ce cœur dans la forêt, je le ramasse. Je le ramasse, je le prends en main, à voir ce cœur que j'ai en main, le mien. Je le prends, je le regarde. Il a l'air de porter des secrets, des mensonges, des torts. Je le regarde, il porte des secrets, des mensonges, des torts éhontés, des remords, des envies, des douleurs qui n'ont jamais guéri. Je le ramasse et je le garde près de moi. Mon cœur que j'ai vu, mon cœur, à le voir par terre, battre sur le sol et sur la terre froide et humide, je le ramasse, je le mets contre ma poitrine et je sens la pulsation de ce cœur que j'ai ramassé, le mien. À l'intérieur de ma poitrine, j'ai l'impression que ce n'est plus qu'une cage thoracique vide. J'ai l'impression que ce n'est plus qu'une cage thoracique vide à l'intérieur de ma poitrine. J'ai l'impression que ma poitrine est vide, qu'un cœur ne réside plus à l'intérieur. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de cœur qui réside à l'intérieur de ma poitrine. Alors avoir celui-là en main et le serrer contre moi, ça rassure. Même s'il est envahi par les torts, par les rancœurs, les douleurs et les secrets, même si ce cœur est envahi par la honte, même s'il est éhonté de remords, de secrets, de douleurs, et peut-être de bien d'autres choses, avoir ce cœur à côté de moi me rassure. Les mensonges éhontés qu'il a traversés, les remords, les secrets, les hontes et les douleurs, je le vois et je le sens battre. Les battements sont lourds et durs. Je le garde contre moi et les battements sont lourds et durs. Je l'apprivoise et je sens que ce cœur commence à battre comme celui de Alejandro. Il commence à battre comme celui de Alejandro, au fur et à mesure que je reste avec lui contre ma poitrine, à marcher tête baissée dans la forêt. Je marche, la tête baissée vers le bas, dans la forêt, le cœur contre la poitrine, celui qui bat comme Alejandro, ma poitrine vide et ma cage thoracique vide. J'ai l'impression qu'il y a de l'air qui se gonfle à l'intérieur. Je marche, je m'assieds par terre. Je me sens rapproché de lui même s'il est déjà mort. À cet instant précis, je m'effondre sur le sol. Je baisse la tête vers le bas et je regarde en face de moi une dernière fois. Le cœur que je tiens, j'y creuse un trou dans la forêt. Je le mets dedans. Je referme la terre
et je la repasse par-dessus. À cet instant-là, je me souviens de la voix de ma mère, de la voix de sa mère à lui, une voix chaude et réconfortante. Je me souviens de cette voix chaude et réconfortante qui venait souvent me parler. Je me souviens des chansons de la mienne. Je me souviens des chansons de ma mère quand j'étais jeune, une voix chaude et réconfortante qui me berçait. Je me souviens de la voix de Alejandro, cette voix qui m'a parlé tout le temps, cette voix qui m'a parlé tellement longtemps que j'en étais devenu fou. Je me souviens de la voix de beaucoup de gens, ma mère, une voix chaude, réconfortante, attendrissante. Cette voix attendrissante qui m'a parlé longtemps, avant de ne même plus savoir où j'étais, de ne même plus se préoccuper où j'étais, de ne même plus se préoccuper de où j'étais, de ne même plus partir à ma recherche, de ne même plus prendre le temps de savoir où j'étais parti, de savoir avec qui je traînais. Je me souviens de cette voix. Et maintenant, quand je pense à cette voix, ce n'est pas une voix réconfortante, ce n'est pas une voix chaude et douce, ce n'est pas comme l'aube ou l'aurore. Ce n'est pas comme l'aube ou l'aurore le matin. Ce n'est pas cette voix, c'est une voix simple, c'est une voix de mère, car elle ne s'est même pas préoccupée de avec qui je traînais. Elle ne s'est pas préoccupée la dernière fois que je suis parti, que j'ai franchi la porte, la dernière fois que je me suis retourné vers elle pour voir son visage. Elle ne s'est pas préoccupée de avec qui j'étais parti, de où j'étais parti, voire même, elle ne s'est pas préoccupée de si j'allais revenir. Elle n'a même pas pensé à si j'allais revenir ou non. Elle n'a même pas pensé avec qui j'étais, où j'allais, est-ce que j'allais loin ou non, qu'est-ce que je ferais ensuite. Elle n'a pas pris la peine de tout ça. Pour moi, elle n'est plus que devenue la voix d'une mère. Pour moi, elle n'était plus que la voix d'une mère, rien d'autre, pas une voix chaude, cette voix chaude et réconfortante. Elle ne s'est même pas préoccupée un instant de où j'étais parti. Elle ne s'est pas préoccupée un instant de ce que je faisais, avec qui je traînais, et pourquoi. Elle n'est même pas partie à ma recherche. À croire qu'elle pouvait peut-être même pas avoir envie de me sauver. À croire qu'elle n'avait peut-être même pas envie de me sauver le jour où je lui ai dit que j'étais infecté. Le jour où je lui ai dit que j'étais infecté, c'est à croire qu'elle n'avait même pas envie de me sauver. C'est à croire qu'elle voulait juste que je disparaisse de peur qu'elle soit infectée elle aussi. À Barcelone, le mal devait régner. À Barcelone, peut-être que le mal était déjà en train de régner. Les rues étaient vides, à tel point qu'il n'y avait même pas de personnes qui passaient dans les rues. Le mur sur lequel on était avant devait avoir sûrement disparu avec le temps. Avec le temps, ce mur devait sûrement avoir disparu. Les rues étaient vides, les bâtiments et les personnes qui étaient à leurs fenêtres avec leur café chaud ne devaient très certainement plus regarder par les rues. Par les rues, par les fenêtres, par les murs, par les structures des bâtiments. Toutes ces personnes devraient avoir disparu depuis longtemps. Barcelone était vide. Ce n'était plus qu'une ville fantôme abandonnée. Ce devait être une ville fantôme abandonnée dans laquelle il ne restait plus qu'un résidu. Il ne restait plus qu'un résidu, un reste, des ordures sur le passage. Il devait rester des voitures abandonnées sur le côté, garées en double fil, des personnes qui attendaient à leurs fenêtres, mais qui ne daignaient même pas descendre. Ces personnes qui ne daignaient même pas descendre, peut-être qu'elles attendaient à leurs fenêtres de revoir un jour marcher dans les rues. Mais aujourd'hui Barcelone était plongée dans le noir comme la forêt. Tout le monde avait arrêté de nous chercher. Tout le monde savait qu'on était parti. Tout le monde savait qu'on était malade. Aujourd'hui, Barcelone doit certainement n'être plus qu'une ville. Barcelone ne doit être plus qu'une ville. Elle n'est sûrement plus qu'une ville. De longues rues interminables, vides, de voitures en double fil, de vitres cassées, de commerces fermés,
et d'autres choses bien plus terrifiantes que ça. D'autres choses bien plus terrifiantes que ça, que des rues vides, que des voitures fermées en double fil, que des personnes qui ne marchent plus dans la rue, que d'autres personnes doivent très certainement vivre entre certaines petites rues. Entre certaines petites rues qu'il y a entre deux commerces ou entre une maison et un commerce. Certaines personnes doivent se protéger entre deux bennes à ordures dans une petite ruelle sombre. Peut-être que certaines personnes se protègent dans des petites ruelles sombres entre deux bennes à ordures. Peut-être que toutes ces petites ruelles, à Barcelone maintenant, ne sont plus qu'un reste, un oubli de nous tous. Toutes ces personnes nous ont cherchés. Il n'y a même plus rien sur les rues. Il n'y a plus rien sur les rues, autant que lorsqu'on lève le ciel, il n'y a plus rien dans le ciel. Avant tout ça, avant qu'on parte, avant qu'on disparaisse, avant qu'on ne prenne la route pour autre part, pour tracer un chemin nous-mêmes, un chemin qu'on n'a pas été capable de tracer, un chemin qu'on n'a pas été capable de faire nous-mêmes, aller jusqu'au bout de la route et trouver ce qu'il y avait au bout. On n'a même pas été capable de planter le drapeau blanc. On n'a pas été capable de planter le drapeau blanc. Pendant toute cette durée indéfinie, il y a sûrement dû se passer certaines choses qu'on n'a pas vues, certaines choses qu'on a ratées. Notre mère, notre père, ou alors encore notre fils, a dû disparaître. Nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos pères et nos mères ont dû disparaître. Arrêtez de nous chercher. Peut-être qu'aujourd'hui ils habitent dans une petite ruelle sombre. Peut-être qu'ils habitent derrière un bâtiment. Le mur sur lequel on devait se rejoindre tous les jours, la pleine lune à laquelle on regardait. La pleine lune à laquelle on regardait, la pleine lune à laquelle on avait l'impression qu'elle était posée devant nous, assise juste contre l'horizon. Assise juste contre l'horizon, cette lune a sûrement dû disparaître avec le temps. Peut-être qu'aujourd'hui ce n'est plus qu'un ciel noir. Aujourd'hui ce n'est peut-être plus qu'un ciel noir. Cette pleine lune a sûrement disparu avec le temps. Peut-être qu'elle n'est même plus posée sur les fondations. L'horizon dans lequel tout était vide, il n'y a sûrement plus l'arbre que je voyais avant. L'arbre que je voyais avant sur lequel il n'y avait aucune feuille, c'était un arbre avec des petites fleurs blanches qui tombaient en été. Ces petites fleurs blanches qui tombaient en été, aujourd'hui, elles sont sûrement noires, fanées, périmées. Elles sont sûrement périmées, fanées. Avec le temps, elles ont dû toutes tomber les unes après les autres. Peut-être que l'arbre a pris feu, peut-être que l'arbre est toujours là. Peut-être qu'il est toujours là, peut-être qu'il a pris feu, peut-être qu'il est parti. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais Barcelone, aujourd'hui, est vide, détruit. Tel le mur effondré sur lequel on était. Tel que le mur effondré sur lequel on était. Barcelone doit très certainement ressembler à ça. Ce n'est plus qu'un amas de pierres, de roches, de cailloux, de terre. Ce n'est plus qu'un amas de terre, de cailloux, de roches, de pierres effondrées. Ce n'est plus que des bâtiments vides. Ce ne sont plus que des salons, des commerces ou encore des salons de coiffure. Ce ne sont plus que des salons de coiffure, des commerces et des rues effondrées dans lesquelles il n'y a plus rien. Des rues effondrées, des commerces et des salons de coiffure dans lesquels il n'y a rien. Il n'y a plus que de la poussière, il n'y a plus que des vitres cassées. Barcelone a été laissée seule, niée de tout le monde. Tout le monde est parti. Quand on marche dans les rues maintenant, tout le monde est parti. Elle a été niée, elle a été laissée, délaissée, reniée par tout le monde, par toutes ces personnes qui nous cherchaient. On l'a bien cherchée, c'était un peu de notre faute. C'était un peu de notre faute, on l'a bien cherchée. Barcelone aujourd'hui n'est plus rien, ce n'est même plus une ville. Ce n'est même plus une ville, ce n'est même plus une capitale, ce n'est même plus un lieu. C'est un amas de terre, de roches, d'eau, de bâtiments effondrés. Quand on marche dans les rues, il n'y a plus que de la terre par terre, des vitres effondrées, du sable, de la terre, des roches, des pierres, des cailloux, des maisons effondrées, des bâtiments, des immeubles effondrés, qui tombent par terre, les ruines s'entassent les unes sur les autres. Les ruines sont en train de s'entasser les unes sur les autres. Les voitures sont en ruine. Il y a des accidents à chaque coin de rue.
À chaque croisement de rue, il y a des accidents. À chaque croisement de rue, il n'y a plus rien. À chaque croisement de rue, il y a un bâtiment effondré. C'est comme la ville fantôme dans laquelle on était. Maintenant, il y a de la terre partout. Il y a très certainement des affiches publicitaires tombées par terre. Il y a très certainement des affiches publicitaires tombées par terre. Il y a très certainement aussi plus rien du tout. Peut-être que les bâtiments, même les immeubles dans lesquels on habitait, peut-être que les bâtiments, les maisons, les immeubles dans lesquels on habitait sont tous en ruine aujourd'hui, comme le mur sur lequel je te rejoignais tous les jours. Mais on l'a bien cherché. On l'a bien cherché. Tout le monde voulait nous chercher. Mais c'est nous qui avons demandé ça. C'est nous qui avons demandé ça. C'est un peu de notre faute si aujourd'hui tout est délabré, dénigré, délaissé, seul. C'est un peu de notre faute. Mais comment dire? Mais comment est-ce qu'on pourrait dire? Comment dire à tout le monde qu'on est désolé d'avoir fait ça? On a demandé aux gens de nous chercher, demandé aux gens d'essayer de nous trouver, de nous guérir, de faire en sorte qu'on aille mieux. Aujourd'hui, on a détruit Barcelone à cause de ça. À cause de ça, Barcelone a été détruit. On a demandé à aller mieux, demandé à être guéri, demandé à ce qu'on nous poursuive, qu'on nous pourchasse, demandé à faire des chasses à l'homme. On a demandé des chasses à l'homme, nous pourchasser, nous poursuivre. On a demandé à faire des affaires sur nous, ouvrir des dossiers. On a demandé à des hommes, à des équipes de partir à notre recherche. Alors qu'on était parti si loin, à tel point qu'on ne pouvait plus nous trouver. On était parti si loin, à tel point qu'on ne pouvait plus nous trouver. On était parti si loin, aussi loin qu'on le pouvait. Dans notre tête, on demandait aux gens de faire des équipes de nombreuses personnes pour pouvoir nous chercher. On demandait aux gens de faire des équipes de nombreuses personnes pour pouvoir nous chercher. Mais on était parti aussi loin que Barcelone, à tel point qu'on l'avait oublié. On était parti aussi loin de cette ville qu'on voulait l'oublier. On s'est tourné une dernière fois quand elle était encore normale, quand c'était encore une ville. Quand cette ville était encore normale, qu'elle tenait encore debout. Quand elle tenait encore debout, que c'était encore une ville normale, on s'est retourné une dernière fois vers notre rue, vers notre bâtiment, vers notre immeuble et notre maison, vers la fenêtre de notre chambre. On n'avait qu'une seule pensée en tête, partir aux favelas, et partir le plus loin possible de Barcelone. Et pourtant on a demandé aux gens de nous chercher. Quand on est revenu, on a vu notre faute. Quand on est revenu, on a vu notre faute. On est parti loin de quelque chose qu'on ne voulait plus retrouver. On l'a retrouvé finalement après la mort de Alejandro. Et on a remarqué que ce qu'on a fait a finalement détruit l'endroit dans lequel on voulait revenir. L'endroit dans lequel on pouvait revenir. Barcelone avait été la seule cure. Barcelone avait été la seule cure pour laquelle on aurait pu se guérir, mais elle a disparu. Elle a disparu sous les roches, sous les pierres, sous les cailloux, les fondations effondrées. Elle a disparu sous les roches, les cailloux, les pierres effondrées. Les pierres effondrées, les roches et les cailloux, le sable et la terre, l'eau, les fondations effondrées, les pancartes publicitaires, les affiches publicitaires tombées par terre, les croisements de route auxquels il y avait à chaque fois une voiture ouverte, cassée en contre-fil. À chaque fois, il y avait au croisement des rues, à chaque fois, il y avait une voiture qui était mise par terre sur le côté. Par terre sur le côté, il y avait cette voiture qui était mise toujours en double fil, et contre la file qui passait sur le côté, cette file de voitures, il y avait cette file de voitures qui était contre les murs. À côté, il y avait les voitures qui étaient en double fil posées sur le côté. Les 4 portes ouvertes, le coffre ouvert, la voiture était encastrée dans un immeuble en dessous duquel il y avait une supérette, une échoppe. En dessous duquel il y avait une échoppe, une supérette, la voiture était encastrée dedans. Une seule porte était ouverte, comme si la personne qui conduisait était partie. On a regardé ça, Barcelone était détruite, et aurait pu être la seule cure. Elle aurait pu être la seule cure qui aurait pu nous guérir. Mais aujourd'hui, Alejandro est mort et je suis revenu dans les rues abandonnées, les rues délabrées, les rues effondrées, faites maintenant à partir de pierres, de roches, de sable et de cailloux, ainsi que de terre. De terre, de roches, de sable et de cailloux, de vitres effondrées, d'échoppes et de supérettes cassées. Tout autour de moi, il y a cette ville qui n'a cessé de grandir avec mes yeux,
mais qui s'est détruit sous les miens. Mur. Pour la dernière fois que j'en ai parlé, je me suis levé. J'ai regardé les deux horizons, celui sur lequel on voit Barcelone. Quand je me suis tourné, je me suis imaginé, à côté de Alejandro, qui laissait toujours aller ses pieds dans le vide, sa canette de coca à côté de lui, son GSM éteint, qu'il allumait à chaque fois, toutes les minutes. Toutes les minutes, j'ai imaginé Alvaro et Alejandro, assis derrière. J'ai imaginé Alvaro et Alejandro, assis derrière, allumer leur GSM toutes les minutes, l'éteindre, le rallumer, le rééteindre, le ranger dans leur poche, boire à leur canette, regarder le mur une dernière fois, le mur derrière eux, et regarder une dernière fois le mur, se lever, regarder l'horizon, et pour la dernière fois, Alvaro qui avait passé ses mains derrière celle de Alejandro. Pour la dernière fois, Alvaro avait mis ses mains dans la nuque de Alejandro, posé ses mains qui redescendaient dans son t-shirt. Ses mains redescendaient dans son t-shirt, ont frôlé légèrement et effleuré ses omoplates. Elles ont frôlé légèrement ses omoplates, effleurant ainsi son dos et effleurant son dos, en même temps qu'il a embrassé Alejandro. Alejandro l'a embrassé. Il a versé une légère larme. Une larme est tombée de son visage. Alvaro s'est retiré, a retiré ses mains de sa nuque. Il a remis ses mains sur ses deux épaules. Après avoir remis ses deux mains sur ses épaules, il les a plongées dans le col de son t-shirt. Il a plongé ses mains dans le col de son t-shirt, les a passées à l'arrière sur ses pectoraux, les a passées à l'arrière sur ses omoplates, ensuite sur ses pectoraux, à l'arrière et ensuite à l'avant puis sur ses omoplates. Il a gardé ses mains contre son corps. Il l'a embrassé et a croisé ses bras derrière sa nuque, a repassé ses mains sur sa nuque, sur sa joue, montant ses mains jusqu'à sa joue, ses pommettes, puis ses fossettes, caressant ses sourcils avec son pouce contre ses yeux. Il mettait sa main et la paume de sa main. Il l'a gardée contre lui a fait un dernier câlin. Il l'a enlacée avec ses bras qui tenaient son torse, son buste et ses pectoraux. Pour la dernière fois, ils se sont embrassés, ça a été la dernière vision qu'ils avaient avant de mourir. Avant de mourir, ça a été la dernière vision. Alejandro se tenait tout contre Alvaro, avec ses deux bras qui étaient redressés contre lui, ses deux mains qui touchaient ses joues, légèrement appuyées contre le buste et contre le torse de Alvaro. Légèrement appuyé contre Alvaro, avec ses deux mains repliées contre lui, contre son buste à lui, contre son torse, ses mains qui caressaient légèrement le menton et le bas de la joue de Alejandro. Il l'a embrassé une dernière fois, se sont levés tous les deux, ont gardé leurs mains serrées l'une contre l'autre. Main dans la main, ils se sont gardés l'un contre l'autre. Ils se sont gardés l'un contre l'autre précieusement. Alejandro avait sa main contre Alvaro. Alejandro avait sa main contre Alvaro, contre sa côte gauche. Contre sa côte gauche, il avait sa main, qu'il le resserrait contre lui. Alejandro a alors posé légèrement sa tête contre son épaule. Alvaro l'a regardé et a lui aussi posé sa tête légèrement contre sa tête à lui. Il regardait le coucher du soleil et les gens qui passaient derrière eux, derrière le mur. Les gens qui passaient derrière eux, derrière le mur, ils levaient tous les deux la tête. Ils se sont ensuite enlacés et ils ont regardé le soleil se coucher. Le soleil s'est couché, s'est tout d'abord posé sur l'horizon. Comme s'il était juste devant eux deux, il s'est posé sur l'horizon. Un horizon plat. C'était un horizon plat, avec une petite lumière légère et blanche qui éclairait la nuit. Le ciel était bleu, bleu foncé, ensuite bleu nuit, ensuite bleu noir,
et puis ensuite entièrement noir. Mais la fine horizon blanche restait là. La lune s'est ensuite posée sur cet horizon blanche et plate après le soleil. Ils l'ont regardée et ils sont rentrés peu de temps après. Seulement, c'est le dernier souvenir qu'il y a eu. Seulement, leur dernier baiser a été le seul souvenir. Seul à seul, morts l'un en face de l'autre dans la forêt. Ça a été le dernier souvenir, la dernière vision, et la dernière chose qu'ils ont vue avant de mourir. Le lit solitaire est maintenant vide. Le lit solitaire est maintenant vide. Les draps sont tirés de chaque coin. De chaque coin du lit, les draps sont tirés, des draps noirs. Ils sont étirés à tel point qu'il n'y a plus de plis. La couverture a été redressée par-dessus. Il y a cette petite armoire noire tout au fond. À côté, il y a un bureau avec une seule chaise, un PC fermé sur lequel il y a un onglet qui est resté allumé, un texte qui est resté à côté, rédigé et recopié à la main. Rédigé et recopié à la main. Ce texte, sur plusieurs feuilles, recto verso, est là à côté du PC. Le chargeur a été laissé à côté. Il y a une boîte noire. Il y a une boîte noire avec un couvercle blanc. Au-dessus, il y a une autre boîte, blanche, avec un couvercle blanc. C'est à se demander s'il y avait une troisième boîte noire, qui avait un autre couvercle noir. Il y en a 3, elles sont en dessous du bureau. Le bureau a été laissé près de la fenêtre. Le lit, avec les draps étirés, repassés, mis dessus. Le lit sent toujours comme avant. Il sent bon. Il sent la lessive. La chambre, à l'intérieur, est calme. Il n'y a pas de vent. La fenêtre est fermée. Les radiateurs sont fermés. Il fait froid, mais quand on ouvre la porte, il y a un léger courant d'air qui rentre. Un sac de sport sur le côté. Une armoire ouverte. Un casque de musique. Il y a un casque de musique qui est sur le bureau, en train de charger. Un chargeur de GSM, des chaussures qui sont en dessous du radiateur. Les boîtes sont fermées, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On regarde par la fenêtre, on voit Barcelone. On voit l'horizon et le mur sur lequel ils allaient tout le temps. Il y a le lit à côté de la vitre. Sur la vitre, il y a des objets. Il y a quelques objets qui sont laissés là sur la vitre. Une bibliothèque à côté, une petite armoire qui sert de bibliothèque, des livres à l'intérieur. Il y a une montre dans une petite boîte rectangulaire. Dans une petite boîte rectangulaire, dans une autre petite boîte carrée, il y a une montre. Sur un coussin noir. Au-dessus, il y a un lustre jaune vif qui éclaire toute la chambre. Il ne bouge pas, mais il n'éclaire pas la chambre non plus. Il n'éclaire pas la chambre non plus, il ne bouge pas. Ce lustre jaune vif, cet abat-jour jaune vif, la lampe de chevet, la table de nuit, le verre d'eau qui n'a pas bougé, qui n'a pas été bu, à côté, est toujours rempli. Au-dessus, il y a ce léger courant d'air qui plane. Comme si quelqu'un avec le bout de son doigt était en train de longer le bord du verre. Il y a ce léger courant d'air qui plane. On le regarde, on le ressent et on l'observe. Une seule armoire a bougé. Il y a une seule armoire qui a bougé. La bibliothèque, il y a quelques livres qui sont par terre, étalés. Il y en a un qui est ouvert, arrêté avec un signet. Il a été arrêté, on a arrêté de le lire. Il est par terre, ouvert avec un signet, qui est dans la tranche d'une page. Il est dans la tranche d'une page, et ce livre qui est par terre a été laissé là,
C'est peut-être la dernière fois qu'il s'est mis contre son lit, le dos contre son lit, et qu'il lisait peut-être en regardant les messages de son GSM. Son GSM est sur le bord de cette table noire qui lui sert de table de nuit. Sa table de nuit, sur le côté, il y a son GSM éteint. Sur le côté, il y a une autre lampe, une lampe de chevet, branchée. Quand on regarde et qu'on s'abaisse au niveau du sol, qu'on met ses genoux sur le sol est froid, et il y a une prise derrière, une prise laissée à l'air libre et une prise branchée dans laquelle il y a cette lampe. Sur le côté, il y a une autre table, une petite table pas plus grande que son sac. Il y a une petite table pas plus grande que son sac d'école. Elle est là et elle sert sûrement à quelque chose. On ne sait pas à quoi. Peut-être à mettre son sac d'école, qui est sur le côté, juste en dessous de son bureau. La chambre est vide. Elle regorge de souvenirs pourtant. Pourtant cette chambre regorge de souvenirs, mais elle est vide. Il n'y a rien dedans. Juste un carrelage froid. Une fenêtre ouverte. Un lit qui a été étiré, qui sent la lessive. Un drap qui a été mis par-dessus. Un drap noir. Des coussins blancs. Une couverture qui a été mise et tirée par-dessus. Un sac posé sur le côté. Une armoire. Une fenêtre ouverte. Quand on rentre à l'intérieur, c'est vide. Mais quand on voit cette chambre de l'extérieur, il y a plein de souvenirs qui flottent au-dessus. Un chargeur sur le côté. Un GSM éteint. Un sac entre une armoire et une deuxième. Entre une armoire un peu plus petite et une armoire un peu plus grande. Il y a un sac coincé dans un coin qui n'a pas été pris depuis longtemps. Il est vide, ouvert, la tirette n'a pas été fermée. Il est vide et ouvert, la tirette n'a pas été fermée. Ce sac est dans un coin entre une armoire un peu plus petite et une armoire un peu plus grande. Il y a une tringle avec des vêtements. Il y a cette tringle avec plein de cintres. Il y en a un premier avec un suite noir, un deuxième cintre sur la tringle avec un suite blanc, un deuxième cintre sur lesquels il y a un t-shirt jaune vif. Il y a un t-shirt jaune vif qui a été cintré et mis dessus. Un troisième cintre sur lequel il y a un t-shirt blanc, comme le deuxième suite. Il y a une chaise au bureau, le bureau, dessus. Il y a ce PC qui est éteint. La chaise est juste devant. Il y a une veste qui pend sur la chaise et qui est accrochée. À côté, il y a la tringle. Sur le bureau, il y a un chargeur, une lampe de chevet. Il y a deux prises en dessous. Il y en a une qui est vide et une qui est branchée. Sur le PC, il est écrit « Mise à jour ». Ensuite, le PC s'éteint et il est écrit « Batterie faible ». À côté, je peux apercevoir la recharge du PC. Je tire la chaise et je regarde. Il n'y a rien. La chaise est vide. Sur le lit, il y a un GSM, un deuxième GSM. Je prends ce GSM et je regarde à l'intérieur. La batterie est presque vide. Je regarde à l'intérieur, la batterie est presque vide. Le temps que je swipe une seule fois, le temps que j'appuie sur une application, que je regarde à l'intérieur, que je fouille dans les contacts et que je le repose, il est plat. Il est plat, j'ai fouillé dans les contacts, j'ai regardé une application. J'ai swipé une fois, deux fois, peut-être trois fois, je ne sais plus, je n'ai pas compté. Les souvenirs s'effacent, plus je reste ici, plus les souvenirs s'effacent. C'est comme s'ils s'évaporaient avec le léger courant d'air froid. Le courant d'air froid qu'il y a dans cette chambre est en train de dériver sur le sol. Le courant d'air froid qu'il y a dans cette chambre est en train de planer sur le sol. Il dérive vers la fenêtre et finalement enjambe la fenêtre et tombe par terre. Il enjambe la fenêtre et tombe par terre. Le courant d'air froid est toujours sur le sol.
J'ouvre la porte et je sens qu'il part. Il n'y a plus la chaleur qu'il y avait avant, les radiateurs sont allumés, mais la chambre reste froide. Pour autant, les draps sont tirés, je m'assieds sur le lit. Je m'assieds sur le lit et je regarde cette chambre vide. Il n'y a plus d'enfant. Il n'y a plus d'enfant appuyé contre le dossier de son lit, avec sa tablette, en train de swiper, de jouer à des jeux. Il n'y a plus ce bruit strident. Il n'y a plus ce bruit strident de jeux vidéo. Il n'y a plus cet adolescent ou cet enfant qui jouait à des jeux sur sa tablette. Il n'y a plus le bruit de ces jeux. Il n'est plus adossé contre son lit avec un coussin qui a été mis contre le dos du lit et contre le mur. Sa jambe n'est pas croisée et redressée contre lui. Il n'a pas une jambe tendue et sa tablette en main. Il n'est tout simplement pas là et les souvenirs se sont envolés avec. La fenêtre est ouverte et une fois que le courant d'air est parti, il n'y en a plus au sol, il n'y en a plus au-dessus. Je regarde sa table de nuit. Sa table de nuit est vide, mis à part 3 livres qui sont empilés. Je les regarde, c'est toujours le même auteur. C'est toujours les mêmes auteurs depuis qu'il est parti. Je regarde ces 3 livres, je les ouvre à une page, il y en a un seul qui a un marque-page. C'était sûrement celui qu'il avait dû lire. Par terre, il y a un sac vide. Je le prends, je regarde à l'intérieur, il n'y a rien. Je le pose, je ferme l'armoire sur le côté. Je ferme la porte et je n'entends rien derrière moi. J'ai pour habitude de fermer la porte et d'entendre quelque chose derrière moi. Là, rien. Juste un silence et une porte qui se ferme. Je n'entends que la serrure et la clé qu'il y a dedans. Je la tourne droite à gauche. Je la tourne de droite à gauche. Je n'entends que la clé qu'il y a dedans. Je n'entends que la serrure qui se verrouille et la porte qui se ferme. Habillée en noir, elle est en deuil. Habillée en noir, elle est en deuil. On a commandé 2 cercueils fermés. Ils sont posés en face, sur une estrade. Ils sont posés sur une estrade, les 2 cercueils fermés. Toute la famille est en deuil. Toute la famille regarde par terre et pleure. Des larmes s'effondrent par terre par litre. Par litre, des larmes s'effondrent par terre. Les gens pleurent la perte de 2 enfants. Barcelone est en deuil. Les couronnes de deuil sont de sortie. Les fleurs blanches, les roses noires, les roses rouges. Les fleurs blanches, les couronnes de deuil, le corbillard sur le côté, qui amène lentement les cercueils. Le corbillard et les croque-morts, qui amènent lentement les cercueils, qui parcourent juste devant la rangée de personnes qui se tient droite, la tête vers le bas, qui pleurent la perte de 2 enfants. Le cercueil passe au milieu de ces personnes silencieuses qui sont en train de pleurer. Barcelone est éclairée par des pleurs, par des hurlements, des cris, des femmes effondrées. Éclairée par des hurlements, des pleurs et des femmes effondrées. Les 2 cercueils parcourent les gens. Les gens laissent alors passer les 2 cercueils devant, et les femmes sont en deuil. Elles parlent des 2 enfants, de comment elles étaient. Comment ils étaient avant. Elles portent un chapeau noir en lapin, avec une voilette noire et une petite plume noire. Avec 2 petites plumes noires qui passent sur le côté, un chapeau noir et une voilette noire. Elle a une grande et longue robe noire qui tombe jusque par terre. Cette grande et longue robe noire qui tombe jusque par terre. On ne peut pas voir son visage, mais elle serre légèrement ses mains. Elle tient légèrement ses mains croisées. Elle les laisse légèrement tomber. Ses bras tombent légèrement sur le bas. Et elle tient la main de son mari. Son mari tient la main de la personne, la femme qu'il y a à côté de lui. Il la regarde et lui tapote l'épaule légèrement. Il lui tapote l'épaule légèrement et lui frappe légèrement l'épaule pour lui dire que ça ira. Elle pleure, elle aussi, même si elle ne les connaissait pas. Les cercueils s'enfoncent dans la terre, les croque-morts se redressent. Les cercueils s'enfoncent et dessus, il y a 2 tombes en face. Il y a 2 tombes en face du premier qui s'enfonce dans la terre. Sur la première tombe, il est écrit Alvaro.
Sur la deuxième, il est écrit Alejandro. Une photo de eux est apportée. Il y a une photo de eux qui est apportée. Une photo des deux enfants est apportée par une femme. Il y a un croque-mort qui la prend avec précaution. Avec précaution, il prend les deux photos et les positionne devant les tombes. Le premier cercueil s'enfonce quand la photo a été déposée légèrement. À côté, il y a un ortie qui a poussé. Il y a un ortie vert presque noir. Plus le cercueil s'enfonce, plus l'ortie qui était vert kaki commence à s'assombrir et devenir d'un vert impossible, presque noir. L'ortie devient alors d'un vert impossiblement vert et entièrement noir. Pour finir, il y a un ortie noir à côté de la tombe. La photo d'Alejandro est posée avec précaution. La photo d'Alvaro est posée avec précaution. Les deux cercueils s'enfoncent en même temps, de manière synchronique. De manière synchronique, les deux cercueils s'enfoncent légèrement dans la terre. Un homme arrive, regarde les femmes qui pleurent, leur font un signe de la tête, pour dire que c'est le moment de dire au revoir. Les femmes s'avancent les unes après les autres, les hommes restent dans les rangées de personnes tenant à la main des autres femmes. Toutes les femmes s'avancent, mais les hommes restent dans les rangées. Ils regardent les cercueils de loin s'enfoncer dans la terre. Toutes les femmes réceptionnent alors chez un homme qui distribue des roses. Chez un homme qui distribue des roses noires, des roses blanches, rouges, dans un panier. Il y a des roses qui sont roses, il y a des roses rouges, blanches, noires. Toutes les femmes vont chez cet homme. Il distribue à chaque fois une rose rose, une femme qui reçoit une rose rouge, une femme qui reçoit une rose noire et une femme qui reçoit une rose blanche. Celle-ci les dépose à chaque fois soigneusement sur la tombe, et le cercueil s'enfonce. L'homme prend alors le cercueil. L'homme prend alors le cercueil qui s'enfonce légèrement. Il prend le cercueil par sa main, le touche une dernière fois. Il pose sa main, et c'est en posant sa main sur le cercueil qu'il fait son signe de deuil. Il fait son signe de deuil et pose une dernière fois légèrement sa main sur le cercueil, après avoir pris le cercueil par la main. Après avoir pris le cercueil légèrement par la main et posé sa main dessus, il prend lui-même une rose rose qu'il dépose sur le premier cercueil. Il regarde la photo et relève la tête. Ainsi, la terre est remise par-dessus le premier cercueil. Il fait pareil et dépose une rose rose qu'il y avait dans le panier. Le corbillard part vide sur les routes. Sur les routes vides de Barcelone, le corbillard part vide avec les roses roses et le panier de roses à l'intérieur. Les couronnes de deuil sont accrochées au corbillard et il s'en va. Tout le monde part en robe noire, la tête baissée vers le bas. La forêt devient plus noire que noire. Et à ce moment-là, la terre repasse au-dessus du deuxième cercueil.